Alors, bonjour tout le monde, je suis Manon Desjardins, je suis ergothérapeute de formation et je suis conseillère clinique à la DSM. Je suis ici en compagnie de ma collègue. Bonjour, Marie-Hélène Giroux. Donc, moi, je suis nutritionniste de formation, puis je travaille ici là, à la DSM comme Manon. Donc, on va vous donner ensemble la formation pour les principes de sécurité à l'intention des bénévoles qui accompagnent les usagers en CHSLD. OK. Alors, les objectifs aujourd'hui, on veut préciser les responsabilités de bénévoles qui vous ont probablement été présentées par la responsable des bénévoles. Développer des habiletés d'aptitude pour alimenter une autre personne, qui va être principalement une de vos tâches dans les prochaines semaines. Connaître les précautions à prendre, autant pour vous que pour l'usager. Connaître les signes pouvant démontrer un problème à l'alimentation. Puis connaître aussi les principes de positionnement qui vont être favorables pour l'aide à l'alimentation, mais aussi pour les déplacements. Les principes fondamentaux. Dans les rôles et responsabilités, on vous a présenté les principes fondamentaux de sécurité. Il y en a un qui s'ajoute aujourd'hui, mais on va les regarder. Je vais vous faire un rappel. Donc, le premier, c'est de penser à votre propre sécurité, puis d'accepter seulement les responsabilités avec lesquelles vous êtes à l'aise et capable de gérer. C'est-à-dire qu'on vous donne la responsabilité de valider si vous vous sentez à l'aise ou pas de faire une activité. Et si ça ne fait pas partie de vos rôles et responsabilités, vous êtes capable de dire non, je ne peux pas les faire, je n'ai pas les compétences pour pouvoir faire cette activité-là. Vous n'êtes pas autorisé à aider physiquement un usager, un bénéficiaire, un client, un patient, tous les noms usuels qu'on donne à nos bénéficiaires, à faire les transferts, donc à changer de position. Vous n'avez pas cette formation-là et on ne peut pas vous demander de faire ça. De guider l'usager en fournissant des consignes verbales, ça, vous allez être capable de le faire. De rappeler à l'usager que vous n'êtes pas autorisé à l'accompagner s'il n'utilise pas son auxiliaire à la marche. Ça, c'est le principe fondamental que vous n'avez pas sur vos rôles et responsabilités. Quand vous allez accompagner quelqu'un physiquement à marcher, puis qu'on sait qu'il a besoin soit d'une canne, d'une marchette, puis que cette personne-là ne veut pas l'utiliser, alors vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas autorisé à l'accompagner. Ensuite, signaler tout événement important ou problème à votre superviseur ou à l'infirmière ou à la personne responsable de l'unité si vous voyez qu'il y a quelque chose qui pourrait être une problématique. Avant d'aider un usager, il faut se préparer dans toute situation, que ce soit d'aller chercher un cabaret, d'aller chercher un fauteuil roulant, ou d'aider une personne à s'alimenter, il faut tout le temps s'informer sur quelle est la tâche que j'ai à faire. Dans ce cas-ci, on regarde plus l'alimentation et les déplacements. Puis, il faut savoir c'est qui cette personne-là. Alors, la personne qui vous consigne à dire, bon, ben, va donner à manger à monsieur un tel, ben, c'est qui cette personne-là? Est-ce qu'elle a des problèmes de démence? Est-ce qu'elle a des problèmes à l'alimentation? Est-ce qu'elle est agressive? Est-ce qu'elle est en souffrance? C'est quoi sa motivation? Je suis capable de communiquer avec elle, au moins pour savoir à quoi vous attendre, parce qu'on n'interviendra pas avec une personne qui a une démence profonde par rapport à une personne qui a juste un problème de communication ou de déficience intellectuelle. Les équipements. Vous avez un cabaret, vous avez un lit, une table, un fauteuil roulant, un fauteuil gériatrique, des lunettes, un appareil auditif, une orthèse, une prothèse. Essayez de savoir qu'est-ce que vous avez pour cet usager-là avec lequel vous allez pouvoir aider. Puis l'environnement, ben là, on est confiné dans les chambres présentement, mais est-ce que c'est dans une salle? Est-ce que j'ai un beau plancher propre? Est-ce qu'il y a de l'eau par terre? Puis ça pourrait être dangereux pour moi. Puis à quel moment aussi, est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que c'est pendant une pause pour les préposés? Est-ce que c'est pendant le repas de l'usager? Combien de temps j'ai besoin pour
faire cette tâche-là ou combien de temps ça peut me prendre pour le faire. Un coup, vous avez tout pensé à ça puis organisé votre travail, là, vous pouvez procéder à la tâche puis décider. Alors, un coup, j'ai toute cette information-là. Hier, j'ai pris le fauteuil roulant pour cette personne-là, mais aujourd'hui, elle semble moins alerte, plus souffrante. Peut-être que vous ne prendrez pas la stratégie que vous avez prise hier, fait qu'aujourd'hui, vous allez devoir décider d'une nouvelle stratégie. Donc, est-ce que la participation de l'usager va être bonne aujourd'hui? Oui, non. Fait que ça va peut-être dire, ben, je n'irai pas dans le fauteuil roulant, je vais rester avec cette personne-là dans son lit, puis je vais l'alimenter au lit plutôt que de l'alimenter au fauteuil roulant. Fait que la décision, c'est pas en fonction de ce que vous avez fait hier puis avant-hier ou ce que la personne a fait le matin, c'est vraiment au moment présent. Puis essayez de préparer ce que vous avez besoin avant de faire la tâche. Fait comme ça, vous ne serez pas mal pris s'il arrive une situation où vous dites oups, j'ai pas de débarbouillette, j'ai pas de bavette, oups, je viens d'en échapper, puis vous n'avez rien pour ramasser. Puis si vous avez besoin d'aide, il faut la déterminer. Puis si vous avez décidé que vous aviez besoin d'aide, bien, il faut demander l'aide et attendre l'aide. Ne vous risquez pas de faire quelque chose si vous aviez jugé que vous aviez besoin d'aide. Toutefois, une situation d'urgence, bien là, la cloche d'appel, etc. Puis quand vous devez communiquer, bien, c'est autant avec la personne avec qui vous allez aider, mais aussi la personne avec qui vous allez travailler. Parce que ça se peut que vous accompagniez un préposé, ça se peut que vous accompagniez une infirmière ou un autre intervenant qui n'est pas un préposé, mais qui travaille là aujourd'hui parce qu'il a été affecté à des tâches. Fait qu'il faut se synchroniser, il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse, etc. C'est des principes de base que vous savez probablement tous, mais qu'on oublie quand on est dans l'urgence, quand on est dans le stress, puis quand on est dans l'anxiété, puis l'effervescence du moment. Fait que c'est d'autant plus important de le penser ces temps-ci. Alors, vous devez vous protéger, vous devez avoir des bonnes positions, vous devez éviter les contraintes qui vont vous amener à des positions de dos, un dos avec un dos arrondi, un dos voûté, je veux pas de torsion, puis vous ne devez pas travailler non plus dans des situations où vous devez vous plier comme si on avait un lit beaucoup trop bas. Fait qu'il faut éviter d'éloigner les bras, d'avoir les épaules trop dans les airs comme ça. Il ne faut pas travailler comme ça. Il ne faut pas travailler non plus les jambes très droites. Fait qu'il faut éviter les flexions, les torsions, puis il faut éviter d'éloigner les bras de son corps le plus possible. Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est bon. C'est beau, c'est clair? Parfait. Parfait. On va passer à l'autre partie, donc qui est plus l'aide à l'alimentation. Donc, le but de l'aide à l'alimentation, c'est aider la personne qui éprouve des difficultés. Ça peut être physique, difficulté de manipuler les choses ou les troubles cognitifs. Des fois, les gens qui font de l'Alzheimer ou tout ça ne se rappellent plus comment manger, donc c'est de les aider. Stimuler les personnes à s'alimenter, parce que c'est important pour prévenir la malnutrition et la déshydratation. Puis, alimenter quelqu'un, ça peut prendre du temps. Normalement, on dit plus ou moins 30 minutes, là, le temps de vraiment prendre le temps d'alimenter quelqu'un. Donc, avant de débuter le repas, ce qui est important, c'est s'assurer que la personne, si elle a besoin, porte ses prothèses dentaires. Si elle a besoin, là, vous pouvez voir s'il faut de l'adhésif ou quelque chose pour que les prothèses tiennent bien. S'assurer que l'usager reçoit le bon plateau. Donc, excusez-moi, si vous donnez à manger à Madame Desjardins, bien, s'assurer que le plateau, c'est vraiment le plateau de Madame Desjardins, parce que des fois, il peut y avoir là, des aliments particuliers, des textures particulières qui ne conviennent pas à une personne, fait que ça, c'est important. Vérifier auprès du personnel soignant s'il y a des précautions particulières à suivre. Des fois, il peut y avoir
une façon de positionner quelqu'un. Comme disait Manon, ce ne sera pas à vous de manipuler la personne pour que ce soit la bonne position, mais si vous dites qu'elle doit avoir un positionnement particulier, s'assurer que ce soit fait avant. Si elle a une diète particulière, pour que vous soyez au courant, s'il y a une technique d'alimentation, je ne sais pas. Par exemple, des fois, il y en a que ça peut être, mettons, de donner une gorgée d'eau après chaque bouchée. On ne va pas faire ça à tout le monde, mais des fois, pour une personne en particulier, ça peut être recommandé. Puis des fois, il peut y avoir des ustensiles ou de la vaisselle adaptée. Donc, si c'est recommandé, il faut être certain de les avoir. Donc, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour le repas, comme disait Manon tout à l'heure, les ustensiles, une serviette aussi là, pour essuyer la bouche ou les mains, là, des fois, si les gens mettent leurs mains dans la nourriture. Ne jamais donner de nourriture ou de liquide à un autre usager sans l'accord du personnel soignant, parce que, comme je disais, on ne veut pas causer de problème, quelqu'un qui s'étouffe ou qui aurait une contre-indication à prendre tel ou tel aliment. Puis, ne pas alimenter une personne qui n'est pas bien éveillée. Donc, si quelqu'un qui est au lit, puis on vous a donné l'alimenter, mais qu'elle est vraiment trop somnolente, là, que vous devez toujours la stimuler pour rester réveillé, c'est pas recommandé de l'alimenter, retournez voir le personnel soignant pour l'informer puis voir à ce moment-là ce que vous devez faire. Le positionnement, faut-tu le faire ou je le fais? Okay. Donc, le positionnement de l'usager, c'est sûr que quand c'est possible, on va toujours favoriser que quelqu'un soit assis au fauteuil ou sur une chaise parce que c'est plus facile d'être assis droit qu'au lit. Donc, quand c'est possible que la personne soit assise, ça peut être dans son fauteuil roulant ou sur une chaise, s'assurer que la personne est assise confortablement et le plus droit possible. Donc, comme on voit là, sur la photo de la personne assise, c'est possible que les pieds soient au sol, à peu près à 90 degrés, la tête un peu penchée vers l'avant. Si c'est pas possible d'alimenter à la chaise, que la personne doit être au lit, mais à ce moment-là, on essaye de mettre le lit le plus possible là, près du 90 degrés pour que la personne soit en position assise. Ça évite les risques là, que la personne avale de travers ou qu'elle s'étouffe. Puis si vous essayez de nourrir quelqu'un et que la personne semble inconfortable dans la position, que c'est nuit à l'alimentation, ben on vous recommande d'aller aviser le personnel infirmier pour à ce moment-là là, que la personne soit repositionnée mieux. Donc, position, si quelqu'un mange au fauteuil, donc vous l'alimentez, donc se tenir le plus près possible de la personne, de s'asseoir face à la personne ou légèrement de côté. Donc, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui n'entend pas bien l'oreille droite, on essaye de se mettre du côté de l'oreille gauche pour pouvoir lui parler, lui expliquer. On s'assoit à la même hauteur que la personne. Pour pas que la personne allait à lever la tête comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'avaler que si on a la tête droite ou légèrement penchée. Puis évitez, là, pour vous, de faire des rotations du tronc, c'est-à-dire aller chercher de la nourriture, revenir, reprendre une bouchée, revenir. Essayez de mettre ça proche pour que ce soit plus direct pour vous, pour que vous ne vous blessiez pas. Je voudrais rajouter par rapport à ça, pour éviter les rotations, c'est plus le cabaret est prêt, comme disait Marie-Hélène, on va être capable d'aller alimenter la personne. Sauf que s'il est prêt, ça se peut qu'on soit porté à faire des rotations. Fait que, surveillez. Si vous avez tendance à faire des rotations, allez porter le cabaret plus loin, beaucoup plus loin, de façon à ce que vous soyez capable de faire un mouvement avec les pieds plutôt qu'avec le tronc comme ça. OK? Fait que si vous avez tendance à vouloir faire des rotations comme ça, éloignez le cabaret et faites plutôt un pas pour aller nourrir, aller chercher, aller nourrir. Fait que là, c'est mes pieds, vous n'avez pas vu, mais c'est mes pieds qui bougent et non la rotation du tronc. Parfait. Donc, si la personne est au lit, donc, demandez au personnel soignant ce que l'usager soit placé près du bord du lit et non au centre pour pas que vous ayez à vous étirer continuellement pour aller l'alimenter. Ouais.
éviter d'aller porter les bras comme ça pour aller travailler trop au niveau de l'épaule. Donc, plus on est près de la personne, si mon bras est près de mon corps, j'ai juste à faire un petit balancement comme ça au niveau de l'épaule et non à faire un grand balancement comme ça. Puis c'est ça qu'on veut pas que vous fassiez, idéalement. Parfait. Donc, ajustez la hauteur du lit selon votre taille, de manière à être le plus près possible du haut du corps de la personne. La hauteur idéale, je vais juste... Idéalement, c'est entre le pubis et le nombril. OK? Idéalement. Par contre, si on a une grande personne au lit, puis que vous êtes une très grande personne, peut-être que vous allez devoir lever un peu la personne au lit pour être à peu près à la hauteur de votre coude pour aller alimenter. Fait que c'est un point de repère entre le pubis et la taille, mais essayez de voir à quelle hauteur vous devez faire le mouvement pour alimenter la personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, relevez la tête de lit pour essayer de positionner la personne le plus possible à 90 degrés. Des fois, on peut mettre des oreillers là, derrière la tête, mais normalement, le personnel qui est sur place au début peut peut-être vous aider un peu pour être certain. Si requis, on peut déplacer la table de chevet là, ou la table sur roulette, comme on disait, pour que ce soit plus facile. Placez le cabaret sur la table à roulette, l'approcher vers vous, comme disait Manon tout à l'heure, tout dépendant des mouvements que ça vous fait faire. Puis évitez de faire des rotations du tronc, comme on disait. Également, des fois, s'il y a des usagers qui sont portés à mettre les mains dans la nourriture, bien là, évidemment, vous pouvez un peu pousser le cabaret pour éviter ça. Donc, truc de base pour alimenter une personne, comme on disait, éviter les distractions. Donc là, normalement, les gens mangent dans leur chambre, fait que c'est un peu moins problématique. Il n'y a pas toute l'effervescence d'une salle à manger. Mais si, mettons, il y a la télévision ou la radio, à moins que ce soit une consigne que ça l'aide, on recommande de le fermer. Surtout la télévision, parce que les gens vont avoir tendance à regarder l'écran puis être moins concentrés sur l'acte d'avaler. Pas poser de questions, dans le fond, aux gens. Tu sais, pas donner une bouchée puis dire ça va bien aujourd'hui ou je sais pas quoi, pour pas que la personne parle avec la bouche pleine. Éviter de mélanger les aliments. Donc, si, mettons, quelqu'un a je sais pas, du bœuf haché, du brocoli, puis des pommes de terre, mais si on mélange tout ça, des fois, le goût n'est pas très bon. Si quelqu'un n'aime pas les brocolis, c'est rendu mélangé avec son bœuf haché, il ne mangera pas le bœuf haché. Donc, vraiment, donner les choses séparées, à moins que ce soit une demande, mais on évite de mélanger là, tout ça. Entre autres, beaucoup, là, les gens qui mangent de la purée, là, on ne mélange pas. Utiliser une petite cuillère ou une petite fourchette et non pas donner là, des grosses cuillerées. Ou on peut utiliser les ustensiles adaptés s'il y en a. Les grosses cuillerées, si c'est recommandé, là, des fois, entre autres, les cas de Parkinson, si on vous fait cette recommandation-là, mais sinon, on utilise toujours une petite cuillère ou petite fourchette. Mettre l'assiette devant la personne pour qu'elle le voie, donc, d'expliquer qu'est-ce qu'elle va manger et tout. Découper les aliments en bouchées de taille raisonnable. Avoir une attitude neutre, même si on n'aime pas l'aliment, donc de ne pas dire « je vous donne du poisson aujourd'hui ». Puis être attentif à la personne alimentée, puis d'être à peu près à la même hauteur. Donc, pas plus haut et pas plus bas. Donc, comme je disais tout à l'heure, dites à la personne quel aliment vous lui servez. On alimente lentement, ce n'est pas une course, on ne veut pas nourrir à la chaîne le plus d'usagers possible. On donne une bouchée à la fois, on laisse le temps de mastiquer, d'avaler avant de donner une autre bouchée. S'il reste des aliments dans la bouche après que la personne a avalé, vous pouvez lui dire videz votre bouche, avalez encore pour qu'il reste le moins de nourriture possible. On évite de donner des liquides quand il reste des aliments dans la bouche, pour pas qu'il y ait comme un mélange de liquide et de solide, sauf si c'est recommandé. Puis on peut donner des consignes simples, comme ouvrir la bouche, mastiquer, avaler, je vous donne une autre bouchée. Donc, surtout, des fois, il y a des gens
qui peuvent oublier, dans le fond, ce qu'ils doivent faire avec la nourriture, de mastiquer, fait qu'on peut répéter. Puis s'assurer que l'hygiène buccale soit faite après les repas. Ce ne sera pas nécessairement une tâche que vous aurez à faire, mais c'est important que ce soit fait. Puis laisser la personne en position assise au moins 30 minutes après le repas. Donc, la personne finit de manger, on ne recouche pas le lit tout de suite, ou si elle est au fauteuil, si elle est remise au lit, il faut qu'elle reste assise en position, qu'elle reste assise à peu près 30 minutes pour que la nourriture ait le temps de descendre, pas que ça remonte et que là, ça cause des problèmes. Donc, quelque chose à quoi vous devez un peu faire attention ou regarder, c'est des signes qui peuvent démontrer des difficultés à la déglutition. C'est ce qu'on appelle la dysphagie. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est dysphagique, vous ne pouvez pas l'alimenter. Quelqu'un peut manger de la purée, ne pas avoir de problème, vous pouvez l'alimenter. Ça, il n'y aura pas de problème. Mais si vous alimentez quelqu'un et que vous voyez certains signes, bien là, c'est important d'aller aviser le personnel sur place. Si la personne recrache les aliments ou les liquides, si elle tousse lors de l'alimentation, ça arrive à tout le monde, là, des fois qu'on s'étouffe, que ça passe mal, mais c'est une toux qui est constante. Après une bouchée, tout le temps comme ça, ou elle tousse. Des aliments ou du liquide qui ressortent de la bouche ou qui restent dans la bouche à la fin du repas. Quelqu'un finit, puis il reste plein de nourriture dans la bouche. Si quelqu'un refuse de manger certains aliments, pas qu'il dit « moi, j'aime pas le brocoli, j'en veux pas », mais c'est quelqu'un qui refuserait de dire « non, c'est trop difficile, ça me fait mal quand j'avale ». Quelqu'un qui mastique très longtemps avant d'avaler ou qui garde la nourriture dans la bouche. Donc, si vous voyez des signes comme ça, c'est important d'aller aviser le personnel infirmier pour qu'il y ait une évaluation qui soit faite, voir s'il y a des modifications dans l'alimentation à faire. Donc, est-ce que vous avez des questions pour l'alimentation? Moi, non. Non? C'est tout correct. Tout est beau. Tout est beau? Bien expliqué. Parfait. Donc, je passe la parole à Manon. Il se peut que vous ayez des questions en cours de route, pas pendant qu'on fait la présentation, mais avec l'expérience que vous allez vivre en bénévolat, et que vous pouvez vous adresser à votre gestionnaire, puis elle pourra nous transmettre les informations, puis on pourra répondre à vos questions. Ou à Sophie. Ou à oui, moi. Sophie Bouchard, la responsable des bénévoles, là, vous pouvez lui demander à elle, elle peut nous transmettre les questions. Alors, on est dans les déplacements d'usagers. Donc, il y a plusieurs personnes présentement qui sont capables de marcher, mais qui sont confinées à leur chambre parce qu'ils font de l'errance, parce qu'ils vont dans les autres chambres, puis on ne veut pas qu'elles fassent ça. Mais en même temps, on les empêche de bouger. Alors, il se peut que vous ayez à accompagner une personne pour qu'elle puisse marcher, mais l'empêcher d'aller dans des endroits où elle ne devrait pas aller. Donc, lors de l'accompagnement à la marche, ça veut dire que ça va être une personne qui est déjà capable de marcher. Vous ne l'aiderez pas physiquement à marcher. Vous allez la surveiller, vous allez apporter assistance peut-être verbale, mais vous n'aurez pas à la soutenir puis marcher avec elle ou tenir sa marchette ou tout ça. Ça ne sera pas votre rôle ou votre responsabilité. Donc, si on vous dit, allez faire marcher Mme Giroux, elle en a besoin, bien, quand vous allez arriver là, il va falloir que vous ayez déjà tout préparé dans votre tête, ce qu'on a dit tantôt. Qui est Mme Giroux? Est-ce capable de marcher? Elle a-tu besoin d'équipement, etc.? Fait que vous allez faire comme tout l'inventaire dans votre tête de ce que vous avez besoin pour préparer. Donc, vous allez vérifier les capacités de la personne. On s'en va voir Mme Giroux là. Bien, elle marchait un matin, mais elle est capable de marcher maintenant. Donc, Mme Giroux, montrez-moi là. Sentez-vous, est-ce que vous êtes réveillée? Ça va bien? Oui, vous êtes en forme? Ça se peut qu'elle ne soit pas capable de vous parler parce que bon nombre de personnes ont des troubles cognitifs. Mais si on a cette capacité de communication-là avec la personne, bien, tant mieux. Alors, vous allez valider sa collaboration, sa compréhension, sa stabilité puis ses réactions. Vous allez vérifier l'environnement. Je dois la faire marcher où? Il y a plein d'affaires dans le corridor, il y a des fauteuils roulants, bien, c'est peut-être pas sécuritaire. Fait que assurez-vous de là où vous allez vous déplacer, que vous avez l'espace pour le faire, puis que vous n'est pas encombré.
Il faut vérifier les accessoires, les équipements, s'ils sont adéquats. On regarde si la personne a des lunettes et si elle en a besoin pour marcher, un appareil auditif, les chaussures. On ne marche pas avec des pantoufles, on ne marche pas nu-pieds, ça nous prend des bonnes chaussures. Est-ce qu'elle a besoin d'un cadre de marche, une canne, une marchette? Puis si on utilise une marchette, attention, il faut qu'elle soit bien ouverte et barrée, parce que si on est capable de la refermer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien barrée, donc ça pourrait se refermer pendant qu'on marche, puis c'est pas ça qu'on veut. Rappelez l'utilisation de l'aide à la marche, parce qu'il y en a qui se promènent avec la marchette dans les airs comme ça. Non, il faut qu'elle soit au sol. La canne, bien, vous êtes supposé marcher avec une canne. Habituellement, la canne, on la met du côté plus fort, puis nous, on marche du côté plus faible. Puis il faut guider la personne avec des consignes verbales. Ensuite, on se déplace, comme je disais, du côté plus faible de la personne, du côté opposé à la canne ou le quadripode, le sillon et quadripode, puis se tenir un petit peu à l'arrière quand on est avec une marchette. Il faut prévoir des pauses parce qu'on ne sait pas, ils sont capables de marcher 20 mètres, 5 pieds, 3 pieds, on ne sait pas trop. Est-ce que quelqu'un nous a dit combien il était capable de marcher? Puis aujourd'hui, combien il est capable de marcher? C'est peut-être plus qu'hier, c'est peut-être moins que matin. Fait qu'on ne le sait pas. Donc, il faut prévoir des pauses. Peut-être prévoir aussi une chaise sur le trajet. Fait que si la personne elle se sent un petit peu plus faible ou tout ça, bien, elle va pouvoir prendre une pause. Il faut assurer une surveillance constante, être attentif aux signes de fatigue, de faiblesse. Est-ce qu'elle est un petit peu essoufflée? Est-ce qu'elle était chancelante? Elle était capable de me parler puis là, elle ne l'est plus? Peut-être que ça vaudrait la peine qu'elle s'assoie sur la chaise. Et si l'usager présente des signes d'instabilité, ne pas lui permettre de s'appuyer sur vous. Parce que là, ça voudra dire qu'elle va s'accrocher à vous, puis si elle veut chuter, elle va vous emmener avec elle. Puis vous, là, vous n'êtes pas là pour l'empêcher de chuter. On va s'assurer d'avoir une chaise pour qu'elle s'assoie. Parce que si vous empêchez une personne de chuter, vous n'avez pas la formation, vous allez chuter avec ou vous allez vous blesser en essayant de prévenir la chute. Je sais, c'est un réflexe, vous allez vouloir l'agripper, mais vous risquez de vous blesser, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, on arrête de marcher, puis on demande de l'aide. Fait que ici, on a les choses à vérifier en fonction du résident, les signes de fatigue, l'histoire des chaussures et la stabilité au niveau de l'équilibre. Donc, dans le tableau, vous avez un résumé de par rapport au résident. Si on regarde, le résident ou l'usager marche à un rythme approprié. Donc, les signes de fatigue, ce serait peut-être, bien, il diminue sa vitesse. Puis, au niveau des chaussures, bien, je dois toujours avoir un bon soutien des talons et des chevilles, une semelle non glissante, bien ajustée aux pieds. Puis, au niveau de la stabilité, si le client est stable, vous pouvez lui offrir votre coude pour le guider. On doit vérifier aussi s'il peut facilement parler tout en marchant. Le signe de fatigue, ça va être l'essoufflement. Donc, si le client, comme je vous dis tantôt, est instable, vous ne lui permettez pas de s'accrocher à vous et vous arrêtez de marcher. Il faut le faire asseoir puis on demande de l'aide. Quoi faire en cas de chute? Comme je vous le dis, on ne peut pas retenir la chute de l'usager parce que vous allez vous blesser. L'usager va tomber au sol, il peut s'accrocher après quelque chose. Ça me fait de la peine de dire ça, mais vous ne pouvez pas retenir la personne si elle chute. Vous n'avez pas la formation pour l'accompagner jusqu'au sol. On ne retient pas. Vous demandez à la personne de rester au sol quand elle est au sol. Vous ne la bougez pas et vous avisez immédiatement une infirmière responsable. Ne pas déplacer l'usager, ne pas mettre d'oreiller sous sa tête. On le laisse tel quel. Et on le rassure, on demeure près de lui et on attend les services d'aide. Je ne veux pas vous faire peur, là. Je ne veux pas vous empêcher de marcher avec une personne,
parce qu'on devrait avoir ciblé les bonnes personnes pour pouvoir marcher, mais en cas d'accident, je préfère que vous soyez avisés. Les manœuvres au fauteuil roulant et au fauteuil gériatrique, le client doit déjà être rendu dans la chaise pour que vous le déplaciez. Je ne veux pas que vous soyez impliqué dans le transfert d'une personne d'un lit à un fauteuil, d'un fauteuil à l'autre. Vous n'avez pas reçu la formation pour faire le déplacement sécuritaire d'un bénéficiaire. Donc, la meilleure façon de pousser un fauteuil roulant ou un fauteuil gériatrique, c'est d'avoir les bras à peu près à 90 degrés ou dans cet angle-là. Puis, on ne travaille pas avec les bras comme ça pour manipuler le fauteuil. Ça reste fixe, puis c'est mes jambes qui bougent et qui vont guider le mouvement. OK? On essaie beaucoup de travailler avec les jambes et non avec le haut du corps et le dos et les bras. Si vous avez des maux de dos, des maux de cou, vous ne manœuvrez pas les fauteuils roulants ou les fauteuils gériatriques. Les fauteuils gériatriques, c'est un gros fauteuil, c'est vraiment difficile à mobiliser. Il faut forcer avec les jambes, comme je vous l'ai dit aussi, si vous n'êtes pas autorisé à pousser un fauteuil roulant, si l'usager est obèse aussi. Puis, parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile, à ce moment-là, on demande quelqu'un qui est habilité à pouvoir mobiliser ces personnes-là. Il faut forcer avec les jambes, il faut porter des bonnes chaussures pour vous, avec des semelles qui ne sont pas glissantes, ça va vraiment être plus facile. Puis, il faut vérifier aussi la sécurité pour les personnes qui sont assises pour pas que leurs bras pendent le long du fauteuil roulant. Donc, on les ramène sur leurs cuisses. On s'assure que les pieds sont sur les repose-pieds aussi. Je ne veux pas les pieds. Souvent, les repose-pieds ne font pas partie des fauteuils roulants. Souvent, parce qu'ils sont dans nos jambes quand on fait les transferts, puis on oublie de les remettre. Bien, idéalement, il ne faut pas que les pieds de la personne traînent, donc on va les mettre sur des appuis-pieds. Si vous n'avez pas d'appui-pied, assurez-vous que la personne est capable de lever un petit peu ses pieds quand on fait le déplacement ou si elle est capable de faire le mouvement de marche avec ses pieds pour vous aider, ça pourrait être aidant aussi, puis ça va la faire bouger. Puis, de ne pas modifier le positionnement d'un usager, donc ne pas retirer la ceinture ou la tablette sans autorisation, parce que c'est probablement pour une raison que c'est là. Puis, il ne faudrait pas non plus que vous vous retrouviez que la personne glisse puis qu'elle se retrouve dans une mauvaise posture. Avant de pousser un fauteuil, il faut toujours aviser la personne de se déplacer. En vieillissant, le système vestibulaire, le système qui nous donne mal au cœur dans les manèges, là, est sous-stimulé. Puis ces personnes-là ne se versent plus, ne marchent plus beaucoup et se promènent rarement. Donc, ils n'ont plus le système vestibulaire stimulé. Fait que des fois, si on ne les avise pas d'avance qu'on va avancer ou qu'on va reculer ou tout ça, ça peut les déstabiliser, puis des fois, on peut provoquer aussi des vertiges ou des malaises. Donc, il faut marcher lentement quand vous conduisez le fauteuil. Il faut aviser de tout changement de direction, laisser le temps de réaction à cette personne-là. Puis, si vous trouvez la conduite trop difficile, bien, il faut demander de l'aide. OK? Ayez pas peur de demander de l'aide. Je sais que tout le monde va être occupé autour de vous, mais n'hésitez pas parce qu'on ne veut pas que vous soyez blessés. Puis, toujours mettre les deux freins dans le fauteuil roulant lorsque vous quittez l'usager. OK. Alors, avant de quitter un usager, que ce soit dans sa chambre ou quand il est au fauteuil, il faut s'assurer, comme l'a dit Marie-Hélène tantôt, qu'il ne reste plus de nourriture dans sa bouche. S'il en reste, puis qu'on n'est pas capable de l'aider, on va aviser le personnel. Puis s'assurer que les objets essentiels qui sont pour elle, ça peut être un téléphone. Peut-être qu'il y en a qui parlent encore au téléphone, la cloche d'appel, les lunettes, l'aide à la marche, que tout ça soit près de la personne avant que vous quittiez. Donc, ceci met fin à notre présentation. Si vous avez des questions, veuillez les faire parvenir à Mme Sophie Bouchard, qui pourra faire le lien avec nous pour nous les transmettre.
Merci beaucoup de votre participation à la formation et du temps que vous donnez pour les usagers. C'est très apprécié. Merci et bonne journée.